48e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 48e section. Le lendemain matin, Philomène de Watteville, en s'habillant, regarda nécessairement Albert Savaron se promenant dans le jardin contigu à celui de l'hôtel de Rupt. Que serais-je devenu, pensa-t-elle, s'il avait demeuré ailleurs? Je puis le voir. À quoi pense-t-il? Après avoir vu, mais à distance, cet homme extraordinaire, le seul dont la physionomie tranchait vigoureusement sur la masse des figures bisontines aperçues jusqu'alors, Philomène sauta rapidement à l'idée de pénétrer dans son intérieur, de savoir les raisons de tant de mystères, d'entendre cette voix éloquente, de recevoir un regard de ces beaux yeux. Elle voulut tout cela, mais comment l'obtenir? Pendant toute la journée, elle tira l'aiguille sur sa broderie, avec cette attention obtuse de la jeune fille qui paraît, comme Agnès, ne penser à rien et qui réfléchit si bien sur toute chose que ses ruses sont infaillibles. De cette profonde méditation, il résulta chez Philomène une envie de se confesser. Le lendemain matin, après la messe, elle eut une petite conférence à Saint-Jean avec l'abbé Giroud, et l'entortilla si bien que la confession fut indiquée pour le dimanche matin, à 7h30, avant la messe de 8h. Elle commit une douzaine de mensonges pour pouvoir se trouver dans l'église une seule fois, à l'heure où l'avocat venait entendre la messe. Enfin, il lui prit un mouvement de tendresse excessif pour son père. Elle l'alla voir dans son atelier et lui demanda 1000 renseignements sur l'art du tourneur pour arriver à conseiller à son père de tourner de grandes pièces, des colonnes. Après avoir lancé son père dans les colonnes torses, une des difficultés de l'art du tourneur, elle lui conseilla de profiter d'un gros tas de pierres qui se trouvait au milieu du jardin pour en faire une grotte, sur laquelle il mettrait un petit temple en façon de belvédère, où ces colonnes torses seraient employées et brilleraient aux yeux de toute la société. Au milieu de la joie que cette entreprise causait à ce pauvre homme inoccupé, Philomène lui dit en l'embrassant: « Surtout ne dis pas à ma mère de qui te vient cette idée, elle me gronderait. »« Sois tranquille, » répondit monsieur de Watteville, qui gémissait tout autant que sa fille sous l'oppression de la terrible fille des de Rupt. Ainsi, Philomène avait la certitude de voir promptement bâtir un charmant observatoire d'où la vue plongerait sur le cabinet de l'avocat. Et il y a des hommes pour lesquels les jeunes filles font de pareils chefs-d'œuvre de diplomatie qui, la plupart du temps, comme Albert Savaron, n'en savent rien. Ce dimanche, si peu patiemment attendu, vint, et la toilette de Philomène fut faite avec un soin qui fit sourire Mariette, la femme de chambre de madame et de mademoiselle de Watteville. « Voici la première fois que je vois mademoiselle si vétilleuse, » dit Mariette. « Vous me faites penser, dit Philomène en lançant à Mariette un regard qui mit des coquelicots sur les joues de la femme de chambre, qu'il y a des jours où vous l'êtes aussi plus particulièrement qu'à d'autres. » En quittant le perron, en traversant la cour, en franchissant la porte, en allant dans la rue, le cœur de Philomène battit comme lorsque nous pressentons un grand événement. Elle ne savait pas jusqu'alors ce que c'était que d'aller par les rues. Elle avait cru que sa mère lirait ses projets sur son front et qu'elle lui défendrait d'aller à confesse. Elle se sentit un sang nouveau dans les pieds, elle les leva comme si elle marchait sur du feu. Naturellement, elle avait pris rendez-vous avec son confesseur à 8h15, en disant 8h à sa mère, afin d'attendre un quart d'heure environ auprès d'Albert. Elle arriva dans l'église avant la messe, et, après avoir fait une courte prière, elle alla voir si l'abbé Giroud était à son confessionnal, uniquement pour pouvoir flâner dans l'église. Aussi se trouva-t-elle placée de manière à regarder Albert au moment où il entra dans la cathédrale. Il faudrait qu'un homme fût atrocement laid pour n'être pas trouvé beau dans les dispositions où la curiosité mettait mademoiselle de Watteville. Or, Albert Savaron, déjà très remarquable,
fit d'autant plus d'impression sur Philomène que sa manière d'être, sa démarche, son attitude, tout, jusqu'à son vêtement, avait ce je ne sais quoi qui ne s'explique que par le mot mystère. Il entra. L'église jusque-là sombre parut à Philomène comme éclairée. La jeune fille fut charmée par cette démarche lente et presque solennelle des gens qui portent un monde sur leurs épaules, et dont le regard profond, dont le geste s'accorde à exprimer une pensée ou dévastatrice ou dominatrice. Philomène comprit alors les paroles du vicaire général dans toute leur étendue. Oui, ses yeux d'un jaune brun diapré de filets d'or voilaient une ardeur qui se trahissait par des jets soudains. Philomène, avec une imprudence que remarqua Mariette, se mit sur le passage de l'avocat de manière à échanger un regard avec lui. Et ce regard cherché lui changea le sang, car son sang frémit et bouillonna comme si sa chaleur eût doublé. Dès qu'Albert se fut assis, mademoiselle de Watteville eut bientôt choisi sa place de manière à le parfaitement voir pendant tout le temps que lui laisserait l'abbé Giroud. Quand Mariette dit « Voilà monsieur Giroud », il parut à Philomène que ce temps n'avait pas duré plus de quelques minutes. Lorsqu'elle sortit du confessionnal, la messe était dite. Albert avait quitté la cathédrale. Le vicaire général a raison, pensait-elle, il souffre. Pourquoi cet aigle, car il a des yeux d'aigle, est-il venu s'abattre sur Besançon? Oh, je veux tout savoir. Et comment? Sous le feu de ce nouveau désir, Philomène tira les points de sa tapisserie avec une admirable exactitude, et voilà ses méditations sous un petit air candide qui jouait la niaiserie à tromper madame de Watteville. Depuis le dimanche où mademoiselle de Watteville avait reçu ce regard, ou, si vous voulez, ce baptême de feu, magnifique expression de Napoléon qui peut servir à l'amour, elle mena chaudement l'affaire du belvédère. « Maman, dit-elle une fois qu'il y eut 2 colonnes de tournée, mon père s'est mis en tête une singulière idée. Il tourne des colonnes pour un belvédère qu'il a le projet de faire élever en se servant de ce tas de pierres qui se trouve au milieu du jardin. Approuvez-vous cela? Moi, il me semble que... J'approuve tout ce que fait votre père, répliqua sèchement madame de Watteville, et c'est le devoir des femmes de se soumettre à leur mari, quand même elles n'en approuveraient point les idées. Pourquoi m'opposerais-je à une chose indifférente en elle-même du moment où elle amuse monsieur de Watteville? Mais c'est que de là nous verrons chez monsieur de Soulas, et monsieur de Soulas nous y verra quand nous y serons. Peut-être parlerait-on... Avez-vous, Philomène, la prétention de conduire vos parents et d'en savoir plus qu'eux sur la vie et sur les convenances? Je me tais, maman. Au surplus, mon père dit que la grotte fera une salle où l'on aura frais et où l'on ira prendre le café. Votre père a eu là d'excellentes idées, répondit madame de Watteville, qui voulut aller voir les colonnes. Elle donna son approbation au projet du baron de Watteville en indiquant pour l'érection du monument une place au fond du jardin d'où l'on n'était pas vu de chez monsieur de Soulas, mais d'où l'on voyait admirablement chez monsieur Albert Savaron. Un entrepreneur fut mandé qui se chargea de faire une grotte au sommet de laquelle on parviendrait, par un petit chemin de 3 pieds de large, dans les rocailles duquel viendraient des pervenches, des iris, des viornes, des lierres, des chèvrefeuilles, de la vigne vierge. La baronne inventa de faire tapisser l'intérieur de la grotte en bois rustique, alors à la mode pour les jardinières, de mettre au fond une glace, un divan à couvercle et une table en marqueterie de bois grume. Monsieur de Soulas proposa de faire le sol en asphalte. Philomène imagina de suspendre à la voûte un lustre en bois rustique. Les Watteville font faire quelque chose de charmant dans leur jardin, disait-on dans Besançon. Ils sont riches, ils peuvent bien mettre 1000 écus pour une fantaisie. 1000 écus, dit madame de Chavoncourt. Oui, 1000 écus, s'écriait le jeune monsieur de Soulas. On fait venir un homme de Paris pour rustiquer l'intérieur, mais ce sera bien joli. Monsieur de Watteville fait lui-même le lustre, il se met à sculpter le bois. On dit que Berquet va creuser une cave, dit un abbé. Non, reprit le jeune monsieur de Soulas, il fonde le kiosque sur un massif en béton pour qu'il n'y ait pas d'humidité.
vous savez les moindres choses qui se font dans la maison, dit aigrement madame de Chavoncourt en regardant une de ces grandes filles bonnes à marier depuis un an. Mademoiselle de Watteville, qui éprouvait un petit mouvement d'orgueil en pensant au succès de son belvédère, se reconnut une éminente supériorité sur tout ce qui l'entourait. Personne ne devinait qu'une petite fille, jugée sans esprit, niaise, avait tout bonnement voulu voir de plus près le cabinet de l'avocat Savaron. L'éclatante plaidoirie d'Albert Savaron pour le chapitre de la cathédrale fut d'autant plus promptement oubliée que l'envie des avocats se réveilla. D'ailleurs, fidèle à sa retraite, Savaron ne se montra nulle part. Sans prôneur et ne voyant personne, il augmenta les chances d'oubli qui, dans une ville comme Besançon, abondent pour un étranger. Néanmoins, il plaida 3 fois au tribunal de commerce dans 3 affaires épineuses qui durent aller à la cour. Il eut ainsi pour clients 4 des plus gros négociants de la ville, qui reconnurent en lui tant de sens et de ce que la province appelle une bonne judiciaire, qu'ils lui confièrent leur contentieux. Le jour où la maison Watteville inaugura son belvédère, Savaron élevait aussi son monument. Grâce aux relations sourdes qu'il s'était acquises dans le haut commerce de Besançon, il y fondait une revue de quinzaine, appelée la Revue de l'Est, au moyen de 40 actions de chacune 500 francs placés entre les mains de ses 10 premiers clients, auxquels il fit sentir la nécessité d'aider aux destinées de Besançon, la ville où devait se fixer le transit entre Mulhouse et Lyon, le point capital entre le Rhin et le Rhône. Pour rivaliser avec Strasbourg, Besançon ne devait-il pas être aussi bien un centre de lumière qu'un point commercial? On ne pouvait traiter que dans une revue les hautes questions relatives aux intérêts de l'Est. Quelle gloire de ravir à Strasbourg et à Dijon leur influence littéraire, d'éclairer l'Est de la France et de lutter avec la centralisation parisienne. Ces considérations trouvées par Albert furent redites par les 10 négociants qui se les attribuèrent. L'avocat Savaron ne commit pas la faute de se mettre en nom. Il laissa la direction financière à son premier client, monsieur Boucher, allié par sa femme à l'un des plus forts éditeurs de grands ouvrages ecclésiastiques. Mais il se réserva la rédaction avec une part comme fondateur dans les bénéfices. Le commerce fit un appel à Dole, à Dijon, à Salins, à Neufchâtel dans le Jura, Bourg, Nantua, Lons-le-Saulnier. On y réclama le concours des lumières et des efforts de tous les hommes studieux des 3 provinces du Bugey, de la Bresse et de la Comté. Grâce aux relations de commerce et de confraternité, 150 abonnements furent pris, eu égard au bon marché. La revue coûtait 8 francs par trimestre. Pour éviter de froisser les amours-propres de province par les refus d'articles, l'avocat eut le bon esprit de faire désirer la direction littéraire de cette revue au fils aîné de monsieur Boucher, jeune homme de 22 ans, très avide de gloire, à qui les pièges et les chagrins de la manutention littéraire étaient entièrement inconnus. Albert conserva secrètement la haute main et se fit d'Alfred Boucher un séide. Alfred fut la seule personne de Besançon avec laquelle se familiarisa le roi du barreau. Alfred venait conférer le matin dans le jardin avec Albert sur les matières de la livraison. Il est inutile de dire que le numéro d'essai contint une méditation d'Alfred qui eut l'approbation de Savaron. Dans sa conversation avec Alfred, Albert laissait échapper de grandes idées, des sujets d'articles dont profitait le jeune Boucher. Aussi, le fils du négociant croyait-il exploiter ce grand homme. Albert était un homme de génie, un profond politique pour Alfred. Les négociants, enchantés du succès de la revue, n'eurent à verser que 3/10 de leurs actions. Encore 200 abonnements, la revue allait donner 5% de dividendes à ses actionnaires, la rédaction n'étant pas payée. Cette rédaction était impayable. Au 3e numéro, la revue avait obtenu l'échange avec tous les journaux de France qu'Albert lut alors chez lui. Ce 3e numéro contenait une nouvelle signée A.S. et attribuée au fameux avocat. Malgré le peu d'attention que la haute société de Besançon accordait à cette revue, accusée de libéralisme,
il fut question chez madame de Chavoncourt, au milieu de l'hiver, de cette première nouvelle éclose dans la comté. Mon père, dit Philomène, il se fait une revue à Besançon. Tu devrais bien t'y abonner et la garder chez toi, car maman ne me la laisserait pas lire, mais tu me la prêteras. Empressé d'obéir à sa chère Philomène, qui depuis 5 mois lui donnait des preuves de tendresse, monsieur de Watteville alla prendre lui-même un abonnement d'1 an à la revue de l'Est, et prêta les 4 numéros parus à sa fille. Pendant la nuit, Philomène put dévorer cette nouvelle, la première qu'elle lut de sa vie. Mais elle ne se sentait vivre que depuis 2 mois. Aussi ne faut-il pas juger de l'effet que cette œuvre dut produire sur elle d'après les données ordinaires. Sans rien préjuger du plus ou du moins de mérite de cette composition due à un Parisien qui apportait en province la manière, l'éclat, si vous voulez, de la nouvelle école littéraire, elle ne pouvait point ne pas être un chef-d'œuvre pour une jeune personne livrant sa vierge intelligence, son cœur pur à un premier ouvrage de ce genre. D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait entendu dire, Philomène s'était fait, par intuition, une idée qui rehaussait singulièrement la valeur de cette nouvelle. Elle espérait y trouver les sentiments et peut-être quelque chose de la vie d'Albert. Dès les premières pages, cette opinion prit chez elle une si grande consistance qu'après avoir achevé ce fragment, elle eut la certitude de ne pas se tromper. Voici donc cette confidence où, selon les critiques du salon Chavoncourt, Albert aurait imité quelques-uns des écrivains modernes qui, faute d'invention, racontent leurs propres joies, leurs propres douleurs, ou les événements mystérieux de leur existence. Fin de la 48e section.